Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment réussir son template d'AutoCAD en 10 étapes faciles. Donc allons-y vite pour découvrir comment le faire. Euh, c'est un cours de débutant, donc ça c'est notre quatrième cours. Vous devez à peu près passer 3 heures de pratique pour réussir ces étapes-là. Donc je vous conseille d'aller suivre les étapes une par une pour créer votre template. Attendez-vous à peu près plus ou moins à 3 heures de travail. Donc, pour commencer, la première chose, il faut commencer à partir d'un template existant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire un template d'AutoCAD, vous ne pouvez pas faire à la fois euh, un impérial et un métrique. Donc, il faudra créer un template pour votre travail impérial et un autre pour le métrique. Donc, la meilleure façon de faire, d'après moi, c'est de commencer le gabarit à partir d'un gabarit existant. Si vous voulez que ça soit métrique, donc on commence à partir d'un gabarit métrique. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, il faut bien choisir son gabarit de départ. Si vous travaillez avec quelqu'un, par exemple, qui a déjà très bien développé son gabarit, puis il vous permet de l'utiliser comme un gabarit de départ, par la suite, vous pouvez faire le vôtre. Donc, faisons la première étape ensemble dans AutoCAD. On va aller comme ça. Et on va faire notre template. On va en faire nouveau. Donc, c'est comme si j'ai créé un fichier. Et ici, vous allez voir que dans AutoCAD installé, vous avez les tutorats en impérial architectural, impérial mécanique, métrique architectural et métrique mécanique. Donc, pour aujourd'hui, nous allons faire un impérial. Donc, je vais commencer avec ça. Tutorat impérial architectural. Donc ça va être mon fichier de départ. Maintenant, si vous en avez d'autres, vous aurez pu commencer. Moi, j'aime bien commencer avec ça parce qu'il y a déjà quelques calques créés, il y a déjà plusieurs choses établies. Donc, ça nous permet de démarrer avec quelque chose. Ça rend le travail un peu plus facile. Donc maintenant, une fois que c'est créé, vous allez voir que nous avons déjà une cartouche. Ça, c'est une feuille A1 qui est donnée pour partir avec. Donc on voit ici, c'est un D-size. Le D-size, c'est le format américain de A1. Donc ici, j'ai le modèle et là, j'ai le D-size. Donc la première étape, elle est déjà faite. Donc nous avons maintenant notre template créé à partir de quelque chose. Ce qu'il faut bien noter pour cette étape-là, c'est que lorsque vous travaillez dans un bureau, il faut absolument respecter le template du bureau. Vous ne pouvez pas changer les paramètres, sinon ça donne des images différentes des travaux rendus à partir du même bureau. Donc, les bureaux normalement respectent avec rigueur une forme unie, une forme très homogène de tous les travaux livrés par la même équipe. Donc, la deuxième chose importante, c'est d'ajuster les paramètres graphiques. Donc, j'entends par ça vérifier les unités, l'espacement de la grille, les modes d'accrochage, les options des données, l'affichage des outils de palette. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous travaillez votre AutoCAD de la façon que vous voulez, et vous sauvegardez ces fichiers-là, la prochaine fois que vous ouvrez votre fichier, il va avoir les mêmes paramètres. Donc ça c'est vraiment important. Euh, ce que je veux dire par là, déjà le template, par exemple les palettes ouvertes, la façon, la disposition de votre menu, ce qui est affiché, ce qui ne l'est pas, tout va être là lorsque vous allez réouvrir AutoCAD à partir de ces templates-là. Donc, je vous donne un exemple maintenant. Je vais commencer par exemple par gérer les unités. Donc, je vais taper UN pour unité. Très bien. Et je vais regarder ici, comme j'ai commencé à partir d'un template existant, donc c'est déjà là. Architectural, précision. Ça, c'est seulement pour l'insertion des blocs, donc ça ne nous concerne pas. C'est surtout ici qui est important. Moi, par exemple, je travaille avec des grilles
degrés décimal et non pas degrés minutes secondes. Donc, pour les angles, je vais les changer à degrés décimal. Ce qui fait, par exemple, quand je mesure mes degrés, c'est 30,9 et non pas degrés, minutes, secondes, vous comprenez? Ici, j'aurais pu le changer à clockwise, donc horaire, le sens horaire. Mais moi, je suis très habitué au sens anti-horaire, qui est un peu le cercle, l'orientation du cercle trigonométrique, où on commence les zéros à partir de l'est et 90 degrés, c'est le nord. Donc, je pars de l'est, je m'en vais vers le nord. Oups, je pense que à l'image, c'est l'inverse. Donc, c'est l'est, comme ça, et ça, comme ça, est et nord. Donc, le nord, c'est 90, l'ouest, c'est 180, le sud, c'est 270, et je retourne à l'est, qui est 360 et 0 à la fois. Et si vous choisissez la précision de vos dimensions, donc c'est 1/16 de pouce, c'est correct, c'est très bien. La deuxième chose que je vais établir, c'est la grille. Donc, je vais aller en bas dans mon menu de bas, vous le voyez. Alors ici, premièrement, avant d'aller activer ou désactiver, je peux aller aux 3 lignes et je peux décider de ce qui sera affiché en bas ou non. Donc, s'il y a des choses qui peuvent me paraître intéressantes, si j'ai la transparence par exemple, maintenant que je l'ai ajouté, il s'est affiché ici. Donc, il peut me permettre d'afficher ou de ne pas afficher la transparence. Bon, il y a toutes sortes de choses. S'il y en a trop, vous pouvez vous enlever ce que vous ne voulez pas voir. En passant, les unités sont affichées. Donc ici, on voit qu'on est en unité architecturale. Si vous faites bouton droit de la souris, vous pouvez ou cliquer directement, donc vous pouvez le changer. Donc, je vais aller à la grille en partant. Ça, c'est la grille. Je vais la faire afficher. Et comme je travaille en pied-pouce, je vais aller rentrer dedans en cliquant sur le bouton droit de la souris, aller dans Grid Settings. Pourquoi je vais aller ici? C'est parce que je vais aller lui dire que ma grille, c'est 1 pied par 1 pied. C'est déjà fait, superbe. Donc, c'est 1 pied par 1 pied. Donc, chaque grille ici, c'est 1 pied. C'est très bon, c'est très intéressant pour moi d'avoir la grille qui me guide et qui me dit à peu près si je suis à la bonne échelle ou non. Donc, tu dessines un mur qui a par exemple 10 pouces. Donc, tu devrais voir selon ta grille, c'est combien. Maintenant, il y a des gens qui vont mettre 3 pieds par 3 pieds. Ça leur permet à la fois de mesurer d'une façon impériale et métrique. Surtout pour les gens qui ont de la difficulté à percevoir les dimensions d'un pied et ils connaissent mieux le mètre. Donc, ceux qui connaissent mieux le mètre, ils mettent 3 pieds, comme ça leur donne une bonne échelle. L'affichage des grilles, c'est surtout pour donner une échelle. Moi, maintenant, ici, pour la division des grilles, donc parce que c'est 1 pied par 1 pied, je vais aller le vérifier tantôt. Mais pour la division, je vais le mettre à tous les 5 pieds. Ouais, peut-être. À tous les 5 pieds, à tous les 10 pieds, peut-être. Donc, à tous les 10 pieds, je vais avoir une ligne majeure de subdivision. Donc, lorsque je m'approche maintenant voir, donc mes petites cases, c'est des 1 pied. Et par la suite, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça, c'est 10. Vous voyez, quelqu'un d'autre, il aurait pu faire, comme je disais tantôt, il aurait pu faire la grille à 1 pied, puis mettre une ligne majeure à tous les 3. Ce qui aurait fait que il est capable de voir maintenant que ça, c'est à peu près 1 mètre par 1 mètre. Donc, il peut voir le pied, et 3 pieds par 3 pieds, c'est à peu près 1 mètre. Donc, ça donne une échelle. Donc, tout dépend de vous, de comment vous aimez travailler. C'est très intéressant de préparamétrer ces informations-là. L'autre chose que vous pouvez déjà faire, c'est le snap. Donc, ici, vous avez, par exemple, le mode de snap. Donc, si je fais bouton droit de la souris, il me l'affiche. Donc ici, tous ceux qui sont cochés, c'est ceux qui vont accrocher par défaut. Maintenant, s'il y en a que vous n'aimez pas qu'ils soient là, vous pouvez les enlever. Par exemple, nearest, ça veut dire le plus proche.
Pour certains, ils n'aiment pas la voir parce que des fois, il va accrocher à certains endroits où c'est proche de la fin de la ligne, où c'est proche des perpendiculaires. Mais là, il va juste prendre à côté des perpendiculaires. Moi, je suis habitué à travailler avec. J'aime beaucoup les nearest parce que ça me permet des fois de partir à partir d'une ligne, d'une position arbitraire. Mais vous pouvez ici préétablir en choisissant qu'est-ce qui sera activé, qu'est-ce qui sera désactivé. Comme ça, quand vous ouvrez votre nouveau fichier, il est déjà préparé pour vous. Donc, si je jette un coup d'œil sur notre présentation, donc c'est ça, le mode d'accrochage, les options d'entrée et les palettes. Donc si je regarde ici, par exemple, les options des entrées, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette option-là qui est les Dynamic Input. Alors, le mode d'entrée dynamique, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez une ligne, là présentement, moi, je ne vois pas à côté de mon curseur les dimensions, c'est ça, l'entrée graphique. Moi, je n'ai pas besoin parce que je l'entre en bas dans la ligne de commande. Mais certains, ils aiment la voir, celle-là. Donc, si vous l'activez, comme ça, vous allez toujours voir autour ou à côté de votre ligne les dimensions. De cette façon, vous pouvez l'entrer. Donc, juste vérifier toutes les options que vous avez en bas. Assurez-vous d'activer ce que vous voulez qu'il soit activé, désactiver ce que vous ne voulez pas. Comme ça, la prochaine fois, quand vous commencez le fichier, vous n'aurez pas à les faire. Surtout, je sais qu'il y en a plusieurs qui le font à chaque fois qu'ils font un nouveau fichier. Il ne le faut pas si vous avez une méthode de travail spécifique. Comme moi, j'aime toujours commencer mon fichier avec mode ortho. Je dessine directement de façon rectiligne. C'est rare qu'un bâtiment, que le mur soit, par exemple, diagonal. C'est souvent orthogonal, X, Y. Donc, j'aime partir avec ça. Aussi, je peux enlever le mode ortho, mais restreindre mon curseur sur des angles spécifiques. Et là, je peux lui dire, par exemple, de restreindre à toutes les 30 degrés. Donc, comme ça, c'est sûr que lorsque je dessine, je peux avoir les 90 degrés, je peux avoir le 30 degrés, regardez, il est en vert, le 60 degrés. Donc, comme ça, il va me chercher des angles spécifiques. C'est vraiment bien. Bon, il y a plusieurs options de ce type. Les autres options aussi que vous pouvez programmer d'avance, si vous tapez config pour la configuration, et vous pouvez comme ça gérer d'emblée la grosseur dans display, par exemple la grandeur de la ligne de crosshair que vous aviez de votre curseur. Vous pouvez préétablir dans sélection la grosseur de pickbox, et les grips aussi. Donc, si vous voulez que ce soit plus grand, plus petit, on s'entend. On fait ça une fois, on ne veut pas les faire à chaque fois qu'on commence un fichier. Dans les fichiers ici, vous pouvez déjà préétablir où est-ce qu'il sauvegarde vos fichiers temporaires. Si jamais vous avez un crash, il faut que vous sachiez où chercher vos fichiers. Donc ici, il me le met dans CTemp. Vous pouvez aussi lui dire combien de fois sauvegarder. Donc ici, dans Open and Save, vous pouvez lui dire sauvegarde automatiquement toutes les 10 minutes. Donc, tout seul, il va sauvegarder et il va appeler le fichier AC signe de $. Donc, cette extension-là, dans CTemp, elle sera le fichier temporaire du dernier sauvegarde automatique. Donc, dans ces cas-là, si jamais je perds mon fichier pour X raison, je retourne dans CTemp, je retrouve les derniers fichiers AC signe de $, je renomme ça par DWG, comme ça, et comme ça mon fichier redevient accessible. Je double-clique dessus, je l'ouvre. Donc ça c'est vraiment c'est très important de faire tout ça. Du même pour les propriétés. Si vous n'avez pas de propriétés ici et vous vous demandez où est-ce que sont mes propriétés, vous allez dans View, vous activez les propriétés, comme ça quand vous commencez votre fichier, les propriétés seront déjà là. Donc, mis à part cela, des fois, ce menu-là, il peut disparaître. S'il est disparu pour quelqu'un parmi vous,
Vous pouvez aussi le récupérer, donc il n'y a rien qui se perd, tout est facile à chercher. Donc on est capable de le retourner, puis on le remet en haut de la même façon. Très bien, donc ça c'est pour notre deuxième point. Maintenant notre troisième point, c'est créer les layers. Donc, pour créer les layers, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer vos layers avec des préfixes spécifiques à votre domaine ou votre champ d'expertise. Donc, nous, en design intérieur, on va mettre des i avec underscore, on nomme le reste. On va ajuster les couleurs et tous les paramètres reliés à chacun des calques que nous allons faire. Et on va faire des sets d'affichage s'il le faut. Donc, je vais vous montrer rapidement comment je vais le faire. Je vais aller dans Home, je vais cliquer sur Layer Properties, les propriétés des calques. Une fois ouvert, donc ici, je vois que j'ai déjà des layers architecturaux pré-créés par par le template que j'ai commencé avec. Donc maintenant, je vais aller avec Nouveau et je vais mettre un I, je vais l'appeler Cloison. On va aller faire un autre. Je vais l'appeler I. Et comment je vais appeler l'autre? Meuble. Donc, je vais toujours avoir le même... moi, j'aime ça, mettre un petit i et après mettre un majuscule. Comme ça, là, le mot cloison ressort très fort. Les i me permettent seulement de regrouper mes layers ensemble. Parce que tous les i, ils vont être forcément ensemble. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Autre que les meubles et les cloisons, je vais avoir les portes. On va voir des fenêtres. Ça, c'est les portes et les fenêtres intérieures. Donc, c'est différent de ce qui est extérieur. Je pourrais avoir les cotes. Donc, ça va être les lignes de dimension intérieures. Je pourrais avoir aussi des hachures. N'est-ce pas? Maintenant, autre que ça, je pourrais avoir le texte, tous les textes qui sont reliés à l'intérieur. Maintenant, il y en a qui appellent pas ça texte. Okay? On peut être plus spécifique. Par exemple, on pourrait appeler ça chambre. Donc, le nom de chambre va embarquer ici, si vous voulez être plus spécifique. Parce que si vous fermez un layer, comme ça vous permet de mieux contrôler contrôler exactement ce que vous voulez fermer ou ce que vous voulez afficher ou ne pas afficher. Maintenant, il y en a ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent avoir chambre, mais ils peuvent avoir ID à côté. Donc ici, ID, ça va être quoi? Ça va être juste l'identification de la chambre. Du même, je peux avoir, par exemple, porte ID. Donc comme ça, je peux avoir la porte et je peux avoir l'identification de la porte. Et de cette façon, je peux fermer l'identification de la porte, mais avoir toujours la porte affichée. Ça me donne plus de contrôle. Et il y a toutes sortes d'autres choses. Donc, vous comprenez, suivez une logique d'arborescence rationnelle qui vous permet d'avoir tout en place. Maintenant, autre ça, c'est pour placer des lignes techniques. Mais il y a aussi autre chose. Il y a des fois des options de création dans les layers. On pourrait les utiliser pour faire plusieurs propositions d'aménagement. Alors, je pourrais, par exemple, admettons que j'ai mon salon, option 1. Donc, je pourrais mettre option .1. Et de cette façon, je peux prendre ce nom-là et créer un deuxième. Je le copie, puis je mets numéro 2. Et j'en fais un autre. Je fais numéro 3. Et comme ça, je peux avoir, par exemple, pour l'aménagement de mon salon, 2, 3 options. Et je pourrais basculer entre ces options-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous utilisez vos layers, ce n'est pas seulement pour classer vos lignes, en fonction de ce qui sera imprimé et comment il sera imprimé, mais aussi en fonction de ce qui sera affiché, comment l'afficher, mais aussi on est capable d'utiliser comme un outil de conception pour montrer plusieurs propositions.
Maintenant, dans les options des couleurs, vous allez choisir des couleurs en fonction de comment ils seront imprimés. Donc ici, il y a une logique derrière les couleurs qu'il faut respecter. Il ne faut pas choisir les couleurs d'une façon arbitraire. D'ailleurs, je vous déconseille fortement de choisir autre que les 9 premières couleurs d'AutoCAD pour mieux gérer votre fichier d'impression plus tard. Donc ça, vous le savez comment AutoCAD imprime. Il y a plusieurs façons d'imprimer. Il peut imprimer par les styles. Et ça veut dire on crée 6 ou 7 styles. Et par la suite, on est capable de les assigner ici. Plot Style. Je vais élargir ça un peu pour mieux voir. Comme ça, si on regarde ici, Plot Style. Donc je peux lui dire les cloisons, ça va être mon style 1 ou mon style 2. Donc ici, j'ai plusieurs fichiers STB comme vous voyez. Donc je peux aller choisir un fichier STB quelconque. Et là, il va me dire, on a plusieurs styles dedans. Comme ça, je peux assigner les styles. Moi, je trouve cette méthode honnêtement très problématique parce que, premièrement, on n'imprime pas tout ce qui est cloison avec la même couleur. On peut avoir sur la couche de cloison des lignes de style coupé, style 1, et des lignes en élévation, ceux qui ne sont pas coupées. Par exemple, si le mur il a une partie surbaissée. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça et je trouve que c'est une méthode un peu complexe. Il faudrait retourner après et assigner des styles exactement comme les couleurs à l'extérieur du layer. C'est-à-dire qu'il faut donner le style par défaut et par la suite, il faut aller à certaines d'autres lignes et leur assigner des styles exceptionnels, des styles d'exception. Moi, je préfère tout faire ça avec les couleurs. Et avec les couleurs, ça me permet de les gérer et de les rendre visibles. Et comme ça, au moment de l'impression, je peux choisir aussi plusieurs fichiers. Donc moi, je vais avec les couleurs. Et pour ma méthode personnelle, je ne la vous force pas, sauf mes étudiants pour leurs examens. Il faut respecter ça parce que ça me permet de corriger plus facilement. Alors, si je vais par exemple au mur extérieur, ici, je vais aller dans la couleur et je l'identifie comme 1. Donc, moi, ce que je fais, je suis cet ordre-là. Ici, les plumes d'AutoCAD de 1 à 9. Les autres, ils sont tous numérotés. Ils ont tous des numéros parce que c'est les couleurs indexées. Les couleurs indexées, il y a des 156, ou des 100, c'est ça, des 155 ou 6. Et avec ces couleurs-là, des 155. Ça, c'est des 154, ça, c'est des 155. Voilà. Alors, avec ces couleurs-là qui sont numérotées, originalement, les plumes d'impression d'AutoCAD, il était numéroté. Donc, le plume 1, il était le plus épais. Le 2, il vient après. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y avait à peu près 6, 7 qu'on utilisait dans le dessin manuel. Donc, moi, j'ai gardé le même principe. Et les couleurs, pour moi, ne valent rien dire. C'est plus le numéro de plume qui m'importe beaucoup. J'aime l'idée de dire que le plume 1 correspond à la ligne coupée la plus épaisse. Donc, pour moi, un mur extérieur coupé, c'est le plume 1. Les cloisons, souvent, sont plus rapprochées que le mur extérieur. Donc, les lignes peuvent se toucher plus. Et ça, c'est problématique. Si votre ligne est trop épaisse, des fois, les lignes vont se toucher et on va voir seulement... on va voir que c'est pas mal trop rempli. Les lignes vont se toucher quasiment et ça va être difficile à la lecture. Donc, pour cela, je lui assigne le plume 2. Alors, le plume 2, je vais spécifier plus tard, lors du choix de mon fichier d'impression, je vais spécifier que ce soit, par exemple, 0.5 mm, tandis que le plume 1, il va être 0.7 ou 0.75. Donc, tout dépend de l'échelle aussi, bien entendu. Pour mes portes, donc là, les portes, je vais les mettre le plume 3 parce que c'est des meubles coupés.
Donc le meuble coupé, c'est encore plus proche, n'est-ce pas? C'est comme la porte, elle a à peu près 50 mm d'épaisseur. Donc à 50 mm, c'est trop rapproché. Si les lignes sont trop épaisses, elles vont se toucher. Donc nous, on va faire que ça soit un peu moins épais. Donc on va le mettre à 0,3 mm. On va les faire tantôt. Donc les fenêtres aussi, j'ai fait la même chose. C'est des cadres coupés, la vitre coupée. Donc je mets ça en verre. Maintenant, les meubles. Donc les meubles sont en élévation. On les voit en élévation. Donc, ils ne sont pas coupés. Donc moi, mes trois premiers plumes, c'est pour les lignes coupées. Coupées, degré 1, 2, 3. Après, élévation. Le blanc et les sillons, je les garde pour les élévations. Normalement, les sillons, pour ce qui est en élévation de mobilier intégré et des dessins faits par moi, et le blanc, je le laisse pour les blocs importés. Pourquoi? C'est parce que la plupart des blocs importés sont sur le layer 0 blanc. Et je ne veux pas perdre beaucoup de temps à aller retravailler chaque bloc que je reçois. Alors, ce que je fais, je vais dédier la couleur blanche pour le bloc importé, tout simplement. Alors, je vais aller avec cyan, mais je vais laisser, pour les blocs importés, je vais laisser ça en blanc. Par la suite, les cotes. Donc, les cotes, pour moi, c'est des lignes imaginaires. Ce ne sont pas des lignes d'architecture. Il ne faut pas qu'ils rentrent en compétition avec n'importe quelle ligne architecturale. Donc, pour moi, ça va être le numéro 5. Ça va être les lignes imaginaires que j'appelle. Il est possible aussi de dire que, par exemple, le numéro 5, on peut spécifier que ce soit pour les seuils de porte, donc quelque chose de plus mince que la ligne d'élévation. C'est juste pour les seuils. Ça peut être par exemple, mais moi j'utilise par exemple le numéro 8 pour la démarcation du sol. Puis par la suite, le numéro 9 pour les hachures grises. Mais ici, il y a vraiment, vous pouvez choisir normalement, mais moi je mettrais 5 pour les cotes. Les hachures, donc maintenant il y a plusieurs types d'hachures. Ce que je peux faire, je peux séparer les hachures. Il y a des hachures qui vont prendre des numéros 8. Et ça, je vais les appeler, je vais changer le nom. Je vais mettre hachure noire. Et je vais prendre ce nom-là, le copier, créer une autre. Et je vais mettre pour une autre hachure grise. Donc l'hachure grise, je vais le mettre le numéro 9. Donc il arrive des fois que certaines hachures, on ne veut pas trop le voir, on veut le voir en gris, un petit peu caché. Et des fois, certaines hachures, on aimerait ça les voir ressortir. Donc, eux, ils vont être, oui, des hachures super minces, à 0,05 mm, mais noires. Tandis que ça, et deux fois, par exemple, ce que je fais pour le sol, je peux utiliser l'hachure noire pour la démarcation du sol. La démarcation, les lignes de contrôle, la séparation entre tapis, céramique, des choses comme ça. Et par la suite, la céramique elle-même, je vais la mettre en gris. Donc, tout dépend des situations. Vous allez voir qu'il y a des situations différentes qui peuvent se retrouver. Le texte, normalement, on va le mettre avec une plume claire. Donc, il y en a qui le mettent jaune, il y en a qui le mettent vert. Parce qu'on veut que le texte soit visible. On ne veut pas que le texte soit d'aucune façon difficile à lire. Donc, c'est juste pour ne pas avoir des erreurs. Bon, les options, tout dépend. Hein, ça dépend. Par la suite, l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que vous avez un layer qui s'appelle DevPoint. Elle n'imprime pas. Donc, sur ça, je peux mettre mes lignes de construction. Je peux mettre les choses dont je n'ai pas besoin. J'aimerais les dessiner, mais j'aimerais pas qu'elle imprime. J'ai des title blocks ici. La couleur magenta, pour moi, je m'en sers pour les lignes extrêmement épaisses. Tout simplement, j'aime pas voir le magenta sur mon dessin, personnellement. Mais il y en a d'autres qui aiment le mettre et l'utilisent pour le texte. Ils utilisent le magenta pour le texte. Et c'est pas une mauvaise idée parce que ça permet de le ressortir. Donc, ça permet de les lire plus facilement. J'interviens pas dans ça, mais pour moi, c'est juste pour expliquer l'idée générale
mes layers sont préétablis, sont pré-créés, les couleurs sont identifiées. Je vais mettre mes cloisons par défaut pour mon template. Comme ça, quand j'ouvre mes dessins, mon premier layer par défaut, c'est les cloisons, parce que normalement, je commence à dessiner les cloisons. Par la suite, les types de lignes, si tous les types de lignes, par exemple, ici, dans ces cas-là, ils sont tous continuous. Mais si vous avez, par exemple, une cuisine, les armoires de cuisine par-dessus la tête sont souvent pointillés. Donc, vous pouvez rentrer ici et choisir Dash. Ça va nous ramener à une autre question tantôt, mais ça, c'est pour les layers. Si jamais vous voulez créer d'emblée des sets des layers avec les options, donc, vous pouvez, par exemple, mettre ça à off, le 2 et le 3. Venir ici dans Layer State Manager et créer un nouveau state que je vais appeler option 1. Donc, ça c'est fait. Par la suite, je vais mettre l'option 1 en off et je mets l'option 2 en on. Je retourne et je vais lui dire, ça c'est mon option 2. D'accord? Donc là, j'en ai deux options déjà. Et je peux, il y a une autre façon de faire aussi, qui serait de faire un nouveau, que j'appelle option 3. Et là, tu fais Edit. Et comme ça, tu peux venir à tes options. Donc ici, dans I, option, je mets ça off, je mets ça on, je le dis save. Et comme ça, je lui dis update. Donc, de cette façon, si je vais maintenant regarder, par exemple, mes options, vous pouvez faire ça ici dans les layers. Si vous venez ici, Unsaved Layer State, je déroule et je lui dis, montre-moi l'option 1. Donc, si je regarde maintenant dans mes layers et je vais à l'option 1, je vais voir que c'est l'option 1 qui est en on. Si je retourne, je lui dis montre-moi l'option 2. Donc on va aller retourner ici. Et on voit que c'est l'option 2 maintenant qui est en on. Et les autres sont en off. Et si je retourne à l'option 3. Alors maintenant, c'est pas mis à jour. Je ne l'ai pas mis à jour. Donc je vais aller le faire tout de suite. Des fois ça peut arriver que j'ai oublié de faire la mise à jour. Donc ça c'est mon option 3. Je vais aller dans Edit. Ici, je les mets en off et lui je le mets en on. Je fais save, je fais update. Do you want to overwrite option 3 with the drawing correctly? Non. Non, il ne faut pas faire l'update finalement parce que c'est ça ce qu'elle a fait. Elle est allée prendre la situation actuelle et la mise à jour. C'est pas ça ce que je vais faire. Donc moi je l'ai changé, c'est tout. Je vais lui dire close. Donc maintenant, je vais aller prendre l'option 3 de nouveau. Et on va aller voir que dans les options ici, c'est l'option 3 qui est allumée et les autres sont verrouillées et fermées en même temps. Donc, de cette façon, maintenant, mes options sont déjà créées, c'est déjà fait. Donc, disons que j'ai fait ça pour la chambre, pour le salon, pour l'aménagement complet. Ou pour le design au complet, par exemple, je peux appeler ça l'aménagement général de tout mon local. Je peux avoir plusieurs options en partant. Je peux avoir des options avec des lignes de construction. Donc comme ça, quand je présente, j'ai juste à aller promener entre les options. Donc avoir ça de déjà fait, je pense que c'est un atout très intéressant. Donc ça, c'est comment gérer les calques. Donc maintenant, établir les types de texte. Et pour établir le type de texte, mais il faut le faire comme texte annotatif. Il faut choisir le type de font et la hauteur de texte. Donc je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe avec le texte dans AutoCAD. Dans AutoCAD, comme vous le savez, vous avez le paper space et vous avez le model space. Le model space fonctionne par unité, mais il n'est pas à l'échelle. Donc, si vous dessinez par exemple un texte, pour le mettre à l'échelle, il faut savoir à quelle grosseur vous le voulez sur la feuille. Donc, moi, un texte ici sur la feuille,
si je vais écrire, je vais aller dans Annotate, je vais aller dans un texte de 1/8 de pouce. Donc, si je prends single line, et je vais écrire un texte ici. Donc, là, il me dit, c'est quoi la hauteur? Il faut lire en bas, 1/8 de pouce par défaut. Je fais Entrée de chariot. C'est quoi l'orientation? 0 degré, donc à l'est. Donc, je fais Entrée de chariot. Donc, je suis prêt pour écrire. Donc, je vais écrire texte. Oups, c'est en jaune. OK, c'est pas grave. Texte 1/8 de pouce. Entrée de chariot, entrée de chariot. Donc, là, mon texte ici, je ne vais pas le garder jaune. C'est très difficile à voir. Donc, je vais aller changer les by-layers et lui donner une couleur plus visible. Donc, si je m'approche de ce texte-là et je me dessine une ligne en haut et une ligne en bas du texte. Comme ça. Donc, encore une fois, ces deux lignes sont... C'est marrant de travailler avec, avec des couleurs invisibles. Hein. Ça, bon, noir. OK, très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre la commande distance, dist, et je vais mesurer. Regardez la hauteur. La hauteur est 1/8 de pouce exact. Pourquoi? Parce que j'ai écrit hauteur 1/8 de pouce directement sur la feuille. Le paper space, c'est les dimensions dans le monde sur le papier. Donc, si tu écris un texte à 1/8 de pouce sur ton papier, c'est 1/8 de pouce, c'est rien d'autre. Maintenant, tu me dis, OK, mais si je vais l'écrire sur le modèle pour qu'il soit 1/8 de pouce sur le papier, qu'est-ce que je fais? Ah, je veux dire, ça c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par l'échelle. Il faut multiplier par l'échelle. Donc, si l'échelle ici, c'est quoi? Il faut que tu décides c'est quoi ton échelle. Donc, si l'échelle, il est, par exemple, 1/4 de pouce, 1/4 de pouce, ça correspond à 1,50 à peu près. 1,50. 1/8 de pouce, ça correspond à 100. Donc, si je vais aller de 1/8 de pouce à échelle, c'est ça, un texte de 1/8, je veux qu'il soit à échelle 1/8 de pouce, ça veut dire qu'il faut que je le multiplie en millimètres, qui est 2,5 mm, à 100 fois. 100 fois. Donc, 100 fois, c'est pas mal de fois. Donc, je vais essayer de le faire tout de suite. Ça va me donner, si je prends la calculatrice, vous savez qu'il y a une calculatrice dans AutoCAD. Vous tapez cal, elle va vous le sortir. Et là, ici, voilà, vous pouvez écrire l'expression en bas. Donc, si je prends 1/8, 1/8 de pouce égale, 1/8 de pouce égale à 1 pied. Donc, je vais faire multiplier par 100. Ça fait 12,5. Très bien. Donc, si je vais écrire en fait 1/8, c'est 0,125. Multiplier, donc multiplier c'est étoile chez AutoCAD, multiplier par 100. Ça me donne combien? 12,5, c'est ça? Alors, donc il a dit que c'est unknown parce qu'il n'a pas vu, je pense qu'il n'a pas bien lu l'expression. Ah, c'est ça. Il faut écrire 0,125, si je ne me trompe pas, multiplié par 100. Et il n'a pas reconnu non plus. Ah, c'est parce que je ne suis plus en mode calculatrice. Voyons donc. Donc, on va aller dans calculatrice avant. On clique. Par la suite, je vais aller 0,125 multiplié. Mais en fait, c'est pas 100, c'est 96. Parce que 1/8 de pouce égale à 1 pied, c'est échelle 1,96. Et échelle 1/4 de pouce égale à 1 pied, c'est échelle 1,48. 48. Donc ici, si je multiplie par 96 pour être plus précis, ça me donne combien? Ça me donne 12. Ah, donc, pour que mon texte à échelle 1/8 du pouce soit visible à 1/8 sur ma feuille, il faut que je l'écris ici à 12 pouces, c'est-à-dire à 1 pied de haut. D'accord? Donc, allez, on va le faire tout de suite. On va aller dans Annotate.
je vais aller prendre une ligne de texte, standard, 1/8, et je vais taper ici. Là, il me dit, c'est quoi la hauteur que tu veux? Je vais dire 12 pouces. Et il dit, c'est quoi l'angle? Mais c'est 0, c'est bon. Alors, on va écrire, là, ça va être à peu près un pied de haut. Donc, je vais écrire ici, texte, écrit à 12 pouces de haut. Comme ça. Donc là, ici, il est noir. Pourquoi il est noir? Il est sur quel layer? Donc, je vais aller le mettre sur le layer texte, comme ça, pour le voir en magenta. Et ici, je vais changer pour dire by layer. Très bien. Là, il sera visible en blanc et en noir. Donc, je vais aller dans mon layout et je vais voir où est-ce qu'il est mon texte. Le voilà mon texte. Alors, là, je ne sais pas, je suis à quelle échelle, mais je vais vérifier l'échelle tout de suite. Donc, regardez bien, je prends la mesure du texte. C'est 1/4 de pouce, c'est pas 1/8. Donc, ça veut dire que mon échelle de feuille n'est pas 1/4 de pouce, n'est pas 1/8 de pouce, c'est 1/4 de pouce. Donc, je vais vous le prouver tout de suite. Regardez ici, je clique sur mon viewport. Je vais aller ici. Présentement, mon display est verrouillé. Quand vous n'avez pas accès à l'échelle, c'est parce qu'elle est verrouillée. Vous pouvez aller le dérouler, lui dire non, il ne devra pas être verrouillé, et vous pouvez changer l'échelle. Maintenant, si je mets mon échelle à 1/8 de pouce égale à 1 pied, on va aller chercher juste là. Regardez, le texte, il change de grandeur. Donc maintenant, si je m'approche, en fait, d'ailleurs, je vais le démontrer de façon plus simple. Je vais aller chercher mon texte que j'ai écrit tantôt, que j'ai écrit directement sur le Paperspace. Il devrait être exactement la même grandeur. Hein? Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est l'histoire de texte. Donc ici, en magenta, j'ai écrit mon texte à 12 pouces de gros dans le modèle, mais à échelle 1/8 de pouce, il est arrivé bien. Maintenant, quelqu'un peut me dire, très bien, mais pourquoi on n'écrit pas toujours le texte dans le modèle alors? Je veux dire, le problème d'écrire le texte dans le modèle en tout temps, c'est que il va, des fois, si on change l'échelle, le texte n'est plus bon. Donc, il faut que tu préétablis dès le départ l'échelle de tes dessins. Tu dis, j'imprime tous mes dessins à 1/4 de pouce. Ça va bien. Si c'est à 1/4 de pouce, ça veut dire que tu vas choisir la hauteur de ton texte à 6 pouces. Donc, ici, dans le modèle, tu vas écrire à 6 pouces ton texte. Si tu l'écris à 6 pouces, il va arriver ici à 1/4 de pouce à hauteur 1/8. Donc, ça fonctionne bien. Mais, admettons qu'en cours de route, vous vous êtes rendu compte que, oh non, 1/4 de pouce finalement, c'est trop large et on veut le rapetisser à 1/8 de pouce. Là, tout ton texte n'est plus bon. Et il faut retourner dans le modèle et tout changer, le repositionner, changer la hauteur. Parce que si tu vas de 1/4 de pouce à 1/8 de pouce, ton texte que tu as écrit à 6 pouces sera 2 fois plus petit, donc il ne sera pas 1/8, il sera 1/7. Et c'est très problématique. Là, quelqu'un peut me dire, alors la meilleure chose à faire sera d'écrire le texte sur le layout directement. Comme ça, tu l'écris à la bonne hauteur et tu n'as plus de problème à régler. Pas vraiment, il y a encore d'autres problèmes reliés à ça. C'est le fait que des fois, tu veux dupliquer ton dessin plusieurs fois sur plusieurs pages. Et là, à chaque fois, il faut copier le texte et le faire promener d'une place à l'autre. Si le texte il est amené avec le dessin, donc c'est plus facile. Alors, AutoCAD, Autodesk a réalisé le problème et ils ont inventé une nouvelle méthode qui s'appelle le texte annotatif. Donc, le texte annotatif, c'est un texte qui est géré par une échelle indépendante qui te permet d'écrire ton texte dans le modèle déjà avec l'échelle intégrée et il te pourrait gérer cette échelle. Donc, on va voir tout de suite comment le faire. Donc, pour vous, pour votre gabarit, c'est ça ce que vous allez faire. On va aller ici, si vous voyez, vous avez ici une section de texte dans Annotate et vous avez une section de dimensions. Nous allons créer des textes propres à nous et des dimensions propres à nous. Donc, je vais aller ici dans Texte, je déroule.
Très bien. Donc là, tout est bon. Donc, je déroule ici standard et je vais aller dans Manage Text Styles. Vous voyez, on est maintenant dans la création du texte. Donc, ce que je peux faire maintenant, je regarde, ça c'est roman, c'est pas beau ça. Ça c'est standard avec le font Arial régulier. Il n'est pas annotatif pour le moment. Et il y a toutes sortes d'autres informations. Cool. Donc, je vais aller faire une new. On va créer un nouveau. On va l'appeler quoi? On va l'appeler, par exemple, texte légende. On va en faire plusieurs. On va avoir un texte pour les légendes, un texte pour identifier les chambres, parce que les textes d'identifier les chambres, ça fait plus grand. On va faire un texte des titres. Donc, on va faire 3-4 textes. Donc, je vais aller dans texte des légendes. Et là, il me dit très bien, là, il faut que je choisisse dès le départ. Est-ce que ça va être Arial? Est-ce que ça va être Arial Narrow? Moi, j'aime les Arial Narrow, plus dense. Mais par contre, peut-être, je ne sais pas si il va être bien lisible si on fait plusieurs photocopies. Donc, choisissez un font. Et ça, c'est un plus. Vous pouvez, dans AutoCAD, choisir votre font. Donc, je vais lui dire que c'est annotatif. Il vient d'introduire ici l'étoile. Et cette étoile veut dire que mon texte est devenu annotatif. Et je vais lui dire que par défaut, mon texte il va être 1/8. Donc comme ça, je vais directement lui dire. Et quoi d'autre? Mais il n'y a rien d'autre. Voilà, ça c'est fini. Je le fais Apply. Maintenant, je vais mettre un nouveau. Et c'est quoi mon nouveau? C'est Text ID. Text ID, c'est pour identifier les chambres et tout. Très bien, des Text ID, tu veux faire quoi? Mais je vais lui dire, mais Text ID, je ne veux pas qu'il soit narrow. On va garder le même, mais il va être juste un peu plus large, comme ça il va être un peu plus visible. Je verrai après si j'aimerais que ce soit peut-être plus grand, aucune idée. Mais on est déjà parti avec quelque chose. Je vais en créer un troisième. Et là, lui, je vais l'appeler titre. Titre, est-ce que je mets le titre ici déjà? Je ne sais pas. Mais je vais faire titre. Et le titre, je vais le faire 1/4 de pouce. Toujours annotatif. Et le reste, ça va. Je vais garder ça. Mais peut-être que le titre, j'aimerais que ça soit Arial Black. Arial Black est plus épais. Donc, vous comprenez, il faut prendre des décisions de comment vous aimeriez que ça soit. Mais mes textes maintenant sont déjà créés. Donc, allons-y qu'on écrit un texte. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais commencer par écrire un texte légende. Et avec mon texte légende, je peux prendre single line ou multiline. Je vais prendre single line pour le moment. Multiline, ça me permet d'écrire que des paragraphes. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si tu veux rentrer un texte annotatif, alors à quelle échelle tu veux le rentrer? Donc, je vais lui dire, on va le faire à l'échelle 1/8 de pouce. Donc, déjà ici, je vais écrire mon texte à l'échelle. Et lui, il sait que c'est supposé d'être 1/8. Mais lui, il a fait les calculs. Et là, il a marqué ici un pied tout seul. Donc là, je vais lui dire entrée. Et je vais écrire ici texte légende. Maintenant, c'est ça, je suis à échelle 1/8 de pouce.